Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour On Caroline. va parler de votre rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur, notamment sur les listes communautaires, mais bien sûr l'actualité du jour, la colère du monde de l'hôpital. Les personnels paramédicaux, les étudiants, les médecins se sont joints au mouvement. Ça fait du monde. Vous êtes favorable à l'idée d'ouvrir les vannes, puisque c'est ce qu'on a compris que le gouvernement voulait faire pour apaiser la tension. Bien sûr, on est en train de discuter le projet de loi de finances pour la sécurité sociale actuellement au Sénat. Et nous avions dit à Mme Buzyn que le compte n'y était pas pour l'hôpital. L'hôpital public est malade et ça concerne chaque Français parce que chacun d'entre nous aura un jour ou a déjà eu affaire à l'hôpital. Ce que nous proposons, ce n'est pas seulement des moyens en plus. Il faut des moyens en plus. Combien ? Mais ça ne suffira pas. Il faudrait 800 millions à 1 milliard au moins, donc c'est considérable. Mais vous savez que depuis 10 ans, on a demandé des économies de 8 milliards à l'hôpital. 8 milliards, alors que les actes n'ont cessé de croître à hauteur de 14%. Ça ne suffira pas, l'argent, c'est important. Mais plus d'argent dans un système qui est totalement bloqué. Pourquoi bloqué pourquoi ? Il est bloqué parce qu'il faut le débureaucratiser. C'est l'administration qui a pris le pas sur les soignants. Eh oui, je le dis aujourd'hui, peu de gens le disent, mais les grands médecins que vous interviewez vous le diront comme moi. Il faut le décentraliser. Je pense que les régions géreraient mieux un certain nombre de choses parce qu'elles sont plus proches que l'État. Il faut aussi faire en sorte qu'on puisse, parce que les 35 heures ont beaucoup abîmé l'hôpital. Les 35 heures, en réalité, on demande au personnel soignant de travailler plus dans moins de temps. Ça fait des rythmes qui sont totalement infernaux. Et je pense que si on ne peut pas restituer aussi de l'autonomie à des grands ensembles. On les a conçus comme des industries, alors que c'est des métiers de haute précision. C'est de l'artisanat d'art, si j'ose dire, au bon sens du terme, bien sûr. Et je pense que sans cette réforme profonde que le Sénat a proposée, l'hôpital, même avec plus d'argent public, ne s'en tirera pas. Mais ce que je retiens de ce que vous nous expliquez, vous dites qu'il faut arrêter les plans d'économie à l'hôpital ? Je pense qu'il y a des économies à faire sur des actes, par exemple, qui sont inutiles. Et ça c'est concerne... compliqué de décider quels non, sont mais les les actes médecins inutiles le à l'hôpital. savent. Les médecins le savent. Je pense qu'il faut à la fois, je vais vous dire, des cancers pour des enfants viennent de trouver des traitements qui sont très innovants, qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. La question, elle est la suivante. Est-ce qu'on prive nos enfants qui sont malades de ces traitements qui sont très très chers? Bien sûr que non. Donc il y a une question d'argent, mais c'est aussi... Mais de l'autre côté, à qui on refuse les traitements? C'est là toute la difficulté de l'arbitrage. Justement, moi je pense que, et pourtant vous savez, je réclame au gouvernement des économies ailleurs. Mais ce qui est terrible en France, c'est qu'on n'économise pas ailleurs, dans beaucoup de domaines, par exemple, où la fonction publique est beaucoup trop nombreuse, alors que la santé, on sait que ça coûtera plus cher. Quand vous achetez une voiture, vous acceptez de l'acheter, et chaque voiture neuve que vous avez achetée coûte plus cher. Mais les dépenses de santé, elles coûteront de plus en plus cher parce qu'il y a le vieillissement de la population, mais parce que les traitements seront de plus en plus performants. Je propose plus généralement aussi. En France, il n'y a pas assez de travail. Il y a eu les 35 heures. On est un des pays où on travaille le moins dans une année. Je dis aux Français, je sais que c'est politiquement incorrect, c'est que si on ne se retrousse pas les manches, généralement, on ne produira pas suffisamment de richesse pour que demain, on puisse se payer une santé performante. Ce que je retiens, c'est que ce que vous nous expliquez, vous qui êtes plutôt un tenant de la rigueur budgétaire, c'est que précisément sur le dossier de l'hôpital, vous seriez favorable à un plan d'urgence à hauteur de 1 milliard annoncé par le gouvernement. Mais en parallèle, une réforme structurelle profonde, débureaucratisation, décentralisation, plus d'autonomie. Ça aussi, c'est clair. 20% des 18-24 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Je vous pose cette question naturellement parce qu'il y a une colère qui s'est exprimée dans le monde étudiant après qu'un étudiant s'est immolé à Lyon. Là aussi, il faut un plan d'urgence. Il faut d'abord restaurer. Il faut restaurer. Là, le climat social est mauvais. On a bien vu que les grands services publics qui dépendent de l'État, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, le service public de la sécurité, la santé, on vient d'en parler, les écoles, l'enseignement supérieur, il y a des grèves, il y a des mouvements sociaux. Il y a un vrai problème. Je pense que la présidence d'Emmanuel Macron est une présidence bavarde et anxiogène. Bavarde parce que... Je vais m'expliquer. Bavarde parce que beaucoup de mots, beaucoup de paroles, mais des actes très faibles. Pas de réforme véritable. Anxiogène parce que, prenez l'exemple de la retraite. On dit tout et n'importe quoi. Chaque Français se pense menacé. Le président lui-même, au mois d'août, a fait la liste des perdants. Il a cité les enseignants, le personnel soignant. Donc, c'est anxiogène parce que quand on n'est pas clair avec les Français, quand on ne dit pas où on veut aller, je pense qu'on crée beaucoup, beaucoup d'angoisse. C'est ce qui est en train de se passer. Chaque Français se dit, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? La réforme des retraites. Les femmes, par exemple,
qui sont en général défavorisées, elles touchent... Donc ça veut dire que vous demandez le retrait de cette réforme. Qu'est-ce que vous attendez? On annonce une sorte de bras de fer à partir du 5 décembre avec une mobilisation sociale qui sera vraisemblablement très forte. D'un côté, on a un gouvernement qui dit non, on a annoncé cette réforme et il va falloir tenir. Ce sont des propos qu'a confiés le Premier ministre devant certains parlementaires. À la place qui est la vôtre, vous êtes un réformateur, Bruno Retailleau, vous dites il va falloir du courage, le courage qui sera nécessaire pour tenir, ou vous dites attention, le climat social est trop éruptif, il faut déminer, il faut faire un pas en arrière? Certainement pas. Ma famille politique a assumé en 93, en 2003, en 2010 des réformes de la retraite courageuses. C'est la seule famille politique, je le redis. Ce que je souhaite, moi, c'est qu'on ne remette pas au calendrier grec, c'est-à-dire à au-delà de 2060, avec la fameuse clause grand-père, cette réforme des retraites, parce que le déficit de la branche vieillesse est en train de se creuser. Emmanuel Macron n'échappera pas à une décision. Ce que je dis, pour rester conforme précisément à mes convictions, c'est qu'il faut dire aux Français, on va vous garantir pour les retraités, ce qu'on n'a pas fait ces dernières années. On va vous garantir le pouvoir d'achat. Pour vous garantir le pouvoir d'achat, nous devons, parce que nous vivons plus âgés et en meilleure santé, on doit reculer l'âge de départ à la retraite à 64 progressivement, puis à 65 ans. Sinon, vous baissez les pensions. C'est ce qu'Emmanuel Macron a fait avec la CSG, avec la désindexation. Encore une fois, à partir de l'an prochain, mais dès cette année, vous avez un tiers des retraités qui va s'appauvrir, puisque les retraites, les pensions seront désindexées. Donc je dis, moi, qu'on peut dire aux Français, c'est toujours pareil, ou on travaille moins, et alors on s'appauvrit collectivement, ou on retrousse les manches, et alors on peut mettre de l'argent dans le système social. Est-ce que l'acte 2 peut être encore celui des réformes, Bruno Retailleau? Je ne le crois pas. Je pense que le président de la République a renoncé. Il a renoncé à réduire la dette. L'effort sera 10 fois moins de désendettement, 10 fois moins, vous vous rendez compte, sur l'endettement du pays. Sur le déficit, c'est catastrophique. La France est désormais la lanterne rouge de l'Europe. Moi, je pense que je suis profondément gaulliste, que ce n'est pas la place de la France. La France, elle devrait être en tête, au contraire, des pays européens. Et alors, on est à la traîne. Vous avez lancé une bataille, je le disais tout à l'heure, contre les listes communautaires. La loi française autorise tout parti qui respecte la souveraineté nationale. Quel fondement juridique vous permet de penser qu'on pourrait interdire un parti qui s'adresse aux musulmans? C'est très simple. Un parti qui ne respecterait pas, vous le savez bien. Je vais vous le dire, un parti qui ne respecterait pas la laïcité, la souveraineté nationale, c'est-à-dire qui ne privilégie pas une communauté par rapport aux autres, c'est un parti communautariste. Ça veut dire quoi, le communautarisme? C'est une communauté particulière qui veut imposer à tous ses choix sur une base religieuse ou ethnique. Mais comment on le démontre, ça? Que ce parti veut interdire aux autres les choix. Si un parti demain, je vais vous dire, proclame que les femmes doivent avoir une place particulière parce qu'elles ne sont pas l'égale des hommes, si un parti veut par exemple des horaires différenciés, si un parti veut imposer des menus communautaristes, si un parti cache un antisémitisme, etc., il y a des moyens. Simplement en France, il y a une abdication de la volonté. C'est le parti de l'immobilisme, en tout cas de l'impossibilisme. Rien n'est possible, on ne bouge pas. Alors que l'islam radical politique, celui qui place la charia au-dessus de la loi de la République, est en train d'avancer partout, partout. Merci beaucoup, Bruno Retailleau.